Chapitre 4. La Gaule conquise par Jules César. Des historiens, anciens et modernes, ont attribué au Sénat romain, depuis l'établissement de la province romaine dans le midi de la Gaule, le dessein longuement prémédité de conquérir la Gaule tout entière. D'autres ont dit que lorsque Jules César, en l'an de Rome 696, se fit nommer proconsul en Gaule, son but unique était de se former là une armée dévouée à sa personne et dont il put se servir pour satisfaire son ambition et devenir le maître de Rome. Ne croyez guère, mes enfants, à ces plans lointains et précis, conçus et arrêtés longtemps d'avance, soit par un sénat, soit par un homme. La prévoyance et la préméditation raisonnée ne tiennent pas tant de place dans la vie des gouvernements et des peuples. Ce sont des événements inattendus, des situations inévitables, les nécessités impérieuses de chaque époque qui décident le plus souvent de la conduite des plus grands pouvoirs et des plus habiles politiques. C'est après coup, lorsque le cours des faits et de leurs conséquences s'est pleinement développé, que dans leur tranquille méditation, des publicistes et des historiens savants les attribuent à des plans systématiques et au calcul personnel des principaux acteurs. Il y a beaucoup moins de longues combinaisons que d'improvisations inspirées par les circonstances dans les résolutions et la conduite des chefs politiques, rois, sénats ou grands hommes. Depuis que la discorde et la corruption avaient fait de la République romaine une sanglante et tyrannique anarchie, le Sénat romain ne méditait plus de grands desseins et ses membres ne se préoccupaient plus que d'échapper aux proscriptions ou de s'en venger. Quand César se fit donner pour 5 ans le gouvernement des Gaules, c'est que, ne voulant être ni un dictateur sanguinaire comme Sylla, ni un chef d'apparat comme Pompée, il allait chercher au loin, pour sa gloire et sa fortune propre, dans une guerre d'intérêt romain, des moyens et des chances de succès que ne lui fournissait pas, dans Rome même, la lutte acharnée et monotone des factions. Malgré les victoires de Marius et la destruction ou la dispersion des Teutons et des Cimbres, la Gaule entière restait gravement troublée et menacée. Au nord-est, dans la Belgique, quelques bandes d'autres Teutons, qu'on commençait à appeler Germains, c'est-à-dire des hommes de guerre, avaient passé sur la rive gauche du Rhin et s'y établissaient ou y erraient à l'aventure. Dans la Gaule orientale et centrale, dans les vallées du Jura et de l'Auvergne, sur les rives de la Saône, de l'Allier et du Doubs, les deux grandes confédérations gauloises, celle des Héduins et celle des Arvernes, se disputaient la prépondérance et se faisaient la guerre, recherchant le secours l'une des Romains, l'autre des Germains. Au pied des Alpes gauloises, la petite nation des Allobroges, tombée en proie aux dissensions civiles, avait livré à Rome son indépendance. Même dans la Gaule méridionale et occidentale, les populations de l'Aquitaine se soulevaient, inquiétaient la province romaine et rendaient nécessaire des deux côtés des Pyrénées l'intervention des légions de Rome. Partout, des flots de populations barbares pesaient sur la Gaule, portaient le trouble là même où elle ne pénétrait pas encore et faisaient pressentir une perturbation générale. Le péril éclata bientôt sur des lieux spéciaux et sous des noms propres qui sont restés historiques. Dans sa guerre avec la confédération des Héduins, celle des Arvernes appela à son aide le Germain Arioviste, chef d'une confédération de tribus qui, sous le nom de Suèves, errait sur la rive droite du Rhin, toujours prête à passer le fleuve. Arioviste, suivi de 15 000 guerriers, s'empressa de répondre à cet appel. Les Héduins furent vaincus. Arioviste s'établit chez les imprudents Gaulois qui l'avaient appelé. De nombreuses bandes de Suèves vinrent le rejoindre, et 2 ou 3 ans après sa victoire, il avait déjà autour de lui, dit-on, 120 000 guerriers. Il s'était approprié 1/3 du territoire de ses alliés gaulois, et il en demandait impérieusement un autre tiers pour satisfaire 25 000 autres de ses anciens compagnons germains qui demandaient à partager son butin et sa nouvelle patrie. Un des principaux Héduins, nommé Divitiaque, alla invoquer le secours du peuple romain, protecteur de sa confédération. Admis devant le Sénat,
On l'invita à s'asseoir. Il s'y refusa modestement, et debout, appuyé sur son bouclier, il exposa les souffrances et les demandes de sa patrie. On lui fit de bienveillantes promesses qui demeurèrent d'abord sans effet. Il resta à Rome, solliciteur persévérant et en relation avec plusieurs Romains considérables, notamment avec Cicéron, qui dit de lui « J'ai connu l'Éduin Divitiaque qui déclarait posséder la science de la nature que les Grecs appellent physiologie, et il prédisait l'avenir, soit par les augures, soit par ses propres conjectures. » Le Sénat romain, indécis et indolent comme tous les pouvoirs en déclin, hésitait à s'engager, pour les Éduins, dans une guerre contre les envahisseurs d'un coin du territoire gaulois. Tout en accueillant bien Dividiaque, on entra en négociation avec Arioviste lui-même. On lui donna de beaux présents et le titre de roi, même celui d'ami. On ne lui demandait que de vivre tranquillement dans son récent établissement et de ne pas prêter son appui aux nouvelles invasions qu'on pressentait dans la Gaule et qui devenaient trop graves pour qu'on ne prît pas la résolution de les repousser. Un peuple de race gallique, les Helvètes, qui habitaient la Suisse actuelle, où son ancien nom reste encore à côté du nom moderne, se voyait incessamment menacé, ravagé, envahi par les tribus germaniques qui se pressaient sur ses frontières. Après quelques années de perplexité et de discorde intérieure, la nation helvétique entière se décida à abandonner son territoire et à aller chercher en Gaule, vers l'Occident, dit-on, sur les rives de l'océan, un établissement plus tranquille. Informé de ce dessein, le Sénat romain et César, alors consul, résolurent de protéger la province romaine et leurs alliés gaulois, les Éduins, contre ce débordement de voisins vagabonds. Les Helvètes n'en persistèrent pas moins dans leur projet. Au printemps de l'an de Rome 696, c'est-à-dire l'an 58 avant Jésus-Christ, ils incendièrent dans le pays qu'ils allaient quitter 12 villes, 400 villages, toutes leurs maisons, chargèrent sur leurs chariots des vivres pour 3 mois et se donnèrent rendez-vous à la pointe méridionale du lac de Genève. Ils s'y trouvèrent réunis, dit César, au nombre total de 568 000 émigrants, parmi lesquels 92 000 hommes armés. La Suisse qu'ils abandonnaient compte maintenant 2 500 000 habitants. Mais quand les Helvètes voulurent entrer dans la Gaule, ils y trouvèrent César qui, après s'être fait nommer proconsul pour 5 ans, était soudainement arrivé à Genève et se préparait à leur interdire le passage. Ils lui envoyèrent des députés, ne demandant, disait-il, qu'à traverser la province romaine sans y causer le moindre dommage. César savait gagner du temps, aussi bien que n'en point perdre. Il n'était pas prêt. Il ajourna les Helvètes à une seconde conférence. Dans l'intervalle, il employa ses légionnaires, aussi bons ouvriers que vaillants soldats, à élever sur la rive gauche du Rhône un mur, haut de 16 pieds et long de 10 000 pas, qui rendait le passage du fleuve très difficile, et au retour des envoyés helvètes, il leur interdit formellement la route qu'ils s'étaient proposé de suivre. Ils essayèrent d'en prendre une autre et de traverser non plus le Rhône, mais la Saône, pour marcher de là vers la Gaule occidentale. Mais pendant qu'ils se disposaient à exécuter leur mouvement, César, qui n'avait eu jusque-là à sa disposition que 4 légions, retourna en Italie, en ramena 5 légions nouvelles et arriva sur la rive gauche de la Saône au moment où l'arrière-garde des Helvètes s'embarquait pour rejoindre le gros de la bande qui avait déjà planté son camp sur la rive droite. César détruisit cette arrière-garde, passa à son tour le fleuve avec ses légions, poursuivit sans relâche les émigrants, les atteignit à diverses reprises, tantôt les attaquant ou repoussant leurs attaques, tantôt recevant et écoutant leurs envoyés, sans jamais consentir à traiter avec eux, et avant la fin de cette même année, il les avait si complètement battus, exterminés, dispersés et refoulés que, sur 368 000 Helvètes qui étaient entrés en Gaule, 110 000 seulement échappèrent aux Romains et parvinrent, en fuyant, à rentrer dans leur patrie. Éduins, Sécane ou Arverne, tous les Gaulois intéressés dans la lutte ainsi terminée s'empressèrent à féliciter César de sa victoire. Mais s'ils étaient délivrés de l'invasion des Helvètes, un autre fléau pesait sur eux.
Arioviste et les Germains, établis sur leur territoire, les opprimaient cruellement, et chaque jour, de nouvelles bandes venaient aggraver le mal et le péril. Ils conjurèrent César de les protéger aussi contre ces essaims barbares. En peu d'années, lui disait-il, tous les Germains auront passé le Rhin, et tous les Gaulois seront chassés de la Gaule, car le sol de la Germanie ne peut se comparer à celui de la Gaule, non plus que la façon de vivre dans les deux pays. Si César et le peuple romain refusent de nous secourir, il ne nous reste plus qu'à abandonner notre terre, comme l'ont voulu faire les Helvètes, et aller chercher, loin des Germains, d'autres demeures. Touché de cet appel si prompt à la puissance de son nom et de sa gloire, César accueillit le vœu des Gaulois. Mais il voulut tenter la négociation avant la guerre. Il fit proposer à Arioviste une entrevue où ils pourraient traiter ensemble d'affaires importantes pour tous les deux. Arioviste répondit que, s'il avait lui-même besoin de César, il irait le trouver. Si César avait affaire à lui, c'était à César de venir. César lui fit porter alors par des messagers ses demandes expresses, qu'il n'appela plus des bords du Rhin de nouvelles troupes d'hommes, et qu'il cessa de tourmenter les Éduins et de leur faire la guerre, à eux et à leurs alliés. Sinon, César ne manquerait pas de venger leurs injures. Arioviste répondit qu'il avait vaincu les Éduins. Le peuple romain avait coutume de traiter les vaincus selon son propre gré et non d'après les conseils d'autrui. Il avait, lui, le même droit. César lui disait qu'il vengerait les injures des Éduins. Personne ne s'était jamais attaqué impunément à lui. Si César voulait le tenter, qu'il vînt. Il apprendrait ce que pouvait la bravoure des Germains encore invaincus, exercés aux armes, et qui, depuis 14 ans, n'avaient pas couché sous un toit. Au moment où il recevait cette réponse, César venait d'apprendre que de nouvelles bandes de Suèves étaient campées sur la rive droite du Rhin, prêts à le passer, et qu'Arioviste se dirigeait avec toutes ses forces contre Vésontio, c'est-à-dire Besançon, la principale ville des Sécanes. César se mit sur le champ en marche, occupa Vésontio, y établit une forte garnison et se disposa à en sortir avec ses légions pour aller prévenir l'attaque d'Arioviste. On va lui dire qu'un assez grand trouble se manifestait dans les troupes romaines, que beaucoup de soldats et même d'officiers paraissaient inquiets de la lutte contre les Germains, de leur férocité, des vastes forêts qu'il faudrait traverser pour les atteindre, de la difficulté des routes et du transport des vivres. On craignait l'ébranlement des courages, peut-être de nombreuses désertions. César convoqua un grand conseil de guerre et appela les principaux officiers de ses légions, se plaignit vivement de leurs alarmes, leur rappela leur succès récent contre les Helvètes, se moqua des bruits qu'on répandait sur les Germains et des inquiétudes qu'on voulait lui inspirer à lui-même sur la fidélité et l'obéissance de ses soldats. Une armée, dit-il, ne désobéit qu'à un chef qui la conduit mal et à qui la fortune manque, ou qu'on trouve coupable de cupidité et de malversation. Ma vie entière prouve mon intégrité, et la guerre contre les Helvètes mon heureuse fortune. J'ordonnerai sur le champ le départ que je voulais différer. Je lèverai le camp la nuit prochaine, à la 4e veille. Je veux voir le plus tôt possible, si c'est l'honneur et le devoir, ou la crainte qui l'emporte dans vos rangs. Si on refuse de me suivre, je partirai avec la seule 10e légion, dont je ne doute pas. Elle sera ma cohorte prétorienne. Les acclamations des troupes, officiers et soldats répondirent aux reproches et à l'espérance du général. Toute hésitation disparut. César partit avec son armée. Il fit un assez long détour pour lui épargner la traversée d'épaisses forêts, et après 7 jours de marche, il arriva à peu de distance du camp d'Arioviste. En apprenant que César était déjà si près, le Germain lui envoya des messagers chargés de lui proposer l'entrevue naguère demandée et à laquelle rien ne s'opposait plus, puisque César lui-même était venu sur les lieux. L'entrevue eut lieu, en effet, avec des précautions mutuelles de sûreté et de dignité guerrière. César reproduisit toutes les demandes qu'il avait adressées à Arioviste, qui maintint à son tour ses refus. Que lui voulait-on? Pourquoi venait-on sur ses terres? Cette partie de la Gaule était sa province, comme l'autre était la province romaine. Si César ne se retirait pas et n'emmenait pas ses troupes, il le tiendrait non plus pour ami, mais pour ennemi.
Il savait que s'il tuait César, il se rendrait agréable à beaucoup de nobles et de chefs du peuple romain. Il l'avait appris de leurs propres envoyés. Mais si César se retirait et lui laissait à lui, Arioviste, la libre possession de la Gaule, il le payerait largement de retour et ferait pour César, sans travail ni péril pour lui, toutes les guerres qu'il voudrait. Pendant cet entretien, César sourit probablement plus d'une fois de la hardiesse et de la finesse du barbare. Quelques cavaliers de l'escorte d'Arioviste commencèrent à caracoler vers les Romains et à leur lancer des pierres et des traits. César défendit aux siens de riposter et rompit la conférence. Le surlendemain, Arioviste lui fit proposer de la reprendre. César s'y refusa. Il était décidé à vider la querelle. Plusieurs jours de suite, il fit sortir ses légions de leur camp et offrit la bataille à Arioviste, qui se tenait enfermé dans le sien. César prit le parti de donner l'assaut au camp germain. À son approche, les Germains sortirent enfin de leur retranchement, rangés par peuplade et passant devant les chariots pleins de leurs femmes qui les conjuraient en pleurant de ne pas les livrer en esclavage aux Romains. La lutte fut acharnée, et non sans quelques moments de trouble et d'échec partiels pour les Romains, mais le génie de César et la forte discipline des légions l'emportèrent. La déroute des Germains fut complète. Ils s'enfuirent vers le Rhin, qui n'était qu'à quelques lieues du champ de bataille. Arioviste était au nombre des fuyards. Il trouva une barque au bord du fleuve et repassa en Germanie, où il mourut peu après, à la grande douleur des Germains, dit César. Les bancs de Suève, qui attendaient sur la rive droite l'issue de la lutte, se renfoncèrent dans leur territoire. L'invasion des Germains était arrêtée comme l'émigration des Helvètes. César n'avait plus qu'à conquérir la Gaule. Je ne sais s'il en avait, dès le premier moment, arrêté le complet dessein, mais dès qu'il l'entreprit sérieusement, il en éprouva toutes les difficultés. L'expulsion des émigrants helvètes et des envahisseurs germains laissait les Romains et les Gaulois seuls en présence. Les Romains furent dès lors, aux yeux des Gaulois, les étrangers, les conquérants et les oppresseurs. Leurs actes aggravaient de jour en jour les sentiments que suscitait cette situation. Ils ne dévastaient pas le pays comme les Germains, ils ne s'appropriaient pas telle ou telle portion de terre, mais ils entendaient être partout les maîtres. Ils imposaient aux populations de lourdes charges, ils écartaient les chefs naturels qui leur étaient contraires et portaient ou maintenaient par force au pouvoir ceux-là seuls qui les servaient. Outre l'empire de Rome, César établissait partout sa propre influence. Tour à tour, clément ou dur, caressant ou menaçant, il recherchait et se faisait à tout prix des partisans parmi les Gaulois comme dans son armée, n'accordant sa faveur qu'à ceux dont le dévouement lui était assuré. À l'antipathie nationale pour l'étranger se joignaient aussi les intrigues et les rivalités personnelles des vaincus autour du vainqueur. Des conspirations se tramèrent, des insurrections éclatèrent bientôt sur presque tous les points de la Gaule, au sein même des peuplades les plus dominées par les Romains. Chaque mouvement de ce genre était, pour César, une provocation, une tentation et presque une nécessité à la conquête. Il les accepta et en profita avec cette promptitude dans la résolution, cette hardiesse et cette adresse dans l'action, et avec la froide indifférence dans l'emploi des moyens qui étaient les traits caractéristiques de son génie. Pendant 9 ans, de l'an de Rome 696 à l'an 705, et dans 8 campagnes successives, il porta ses troupes, ses lieutenants, sa personne, et tantôt la guerre ou la négociation, la séduction, la discorde ou la destruction, chez les diverses nations et confédérations de la Gaule, celtiques, kymriques, germaniques, ibères ou de races mêlées au nord et à l'est, dans la Belgique, entre la Seine et le Rhin, à l'Occident, dans l'Armorique, sur les rives de l'océan, au sud-ouest, dans l'Aquitaine, au centre, chez les peuplades établies entre la Seine, la Loire et la Saône. Presque toujours, il était vainqueur, et alors, tantôt il poussait la victoire jusqu'à ses plus cruelles conséquences, tantôt il l'arrêtait à propos pour ne pas la compromettre. Quand il essuyait des revers, il les supportait sans trouble et les réparait avec une habileté et un courage inépuisables. Plus d'une fois, pour relever le cœur ébranlé de ses troupes, il paya témérairement de sa personne. Dans l'une de ces occasions, après la levée du siège de Gergovie,
Il fut sur le point d'être pris par des cavaliers arvernes, et il laissa entre leurs mains son épée. Plus tard, quand la guerre fut terminée, on la retrouva dans un temple où les Gaulois l'avaient suspendue. Les soldats de César voulaient l'en arracher et la lui rendre. « Laissez-la, dit-il, elle est sacrée. » Soit dans la bonne, soit dans la mauvaise fortune, triomphateur à Rome ou prisonnier entre les mains des pirates de la Méditerranée, il excellait à frapper l'imagination des hommes et à grandir à leurs yeux. Il ne se borna pas à vaincre et à soumettre les Gaulois dans la Gaule. Sa pensée portait toujours plus loin que ses actions, et il savait faire sentir sa puissance là même où il n'essayait pas de l'établir. Il passa 2 fois le Rhin pour refouler les Germains au-delà de leur fleuve et faire pénétrer jusque dans leur fort la crainte du nom romain. Il équipa 2 flottes, fit 2 débarquements dans la Grande-Bretagne, battit à plusieurs reprises les Bretons et leur principal chef, Casoilon, et posa, au-delà de la Manche, les premiers jalons de la conquête romaine. Il devenait ainsi de plus en plus célèbre et redouté, soit dans la Gaule, dont il s'éloignait quelquefois momentanément, pour aller en Italie prendre soin de son avenir politique, soit dans les contrées lointaines où il ne faisait qu'apparaître. Mais les plus grands esprits sont loin de prévoir toutes les conséquences de leurs actes et tous les périls que leur prépare leur succès. César n'était par nature ni violent ni cruel, mais il ne se préoccupait ni de la justice ni de l'humanité, et le succès de ses entreprises, n'importe par quels moyens et à quel prix, était la loi de sa conduite. Il savait user au besoin de la modération et de la clémence, mais quand il avait à dompter une résistance opiniâtre, ou quand un long et difficile effort l'avait irrité, il employait sans hésitation des rigueurs atroces ou des promesses perfides. Dans sa première campagne en Belgique, 2 peuplades, les Nerviens et les Aduatiques, avaient vaillamment lutté, par moments avec succès, contre les légions romaines. Les Nerviens étaient vaincus et presque anéantis. Leurs derniers débris, réfugiés au milieu de leurs marais, envoyèrent des députés à César pour faire leur soumission. De 600 sénateurs, lui dirent-ils, il n'en reste que 3, et de 60 000 hommes en état de porter les armes, à peine en est-il échappé 500. César les accueillit avec douceur, leur rendit leurs terres et interdit à leurs voisins de leur faire aucun mal. Les Aduatiques, au contraire, se défendirent jusqu'à la dernière extrémité. Après en avoir tué 4000, César fit vendre à Lancan tous ceux qui restaient, et 56 000 personnes humaines, selon son propre dire, passèrent esclaves entre les mains des acheteurs. Quelques années plus tard, une autre peuplade belge, les Éburons, établis entre la Meuse et le Rhin, s'était soulevée et infligé aux légions romaines de grandes pertes. César les mit hors de toute loi militaire et humaine et fit inviter toutes les peuplades voisines, toutes les bandes errantes à venir piller et à détruire cette race scélérate, promettant à quiconque y concourait l'amitié du peuple romain. Un peu plus tard encore, des insurgés du centre de la Gaule s'étaient concentrés dans une place du sud-ouest, dite Uxellodunum, maintenant, dit-on, le puits d'Issola, dans le département du Lot, entre Vérac et Martel. Après une longue résistance, ils furent contraints de se rendre. César fit couper les mains à tous les combattants et les envoya ainsi mutilés, vivre et errer dans la Gaule, en spectacle à tout le pays soumis ou encore à soumettre. Les rigueurs administratives n'étaient pas moindres que les rigueurs militaires. Il fallait à César beaucoup d'argent, non seulement pour entretenir et satisfaire ses troupes en Gaule, mais pour fournir en Italie aux énormes dépenses qu'il y faisait, soit pour enrichir ses partisans, soit pour s'assurer la faveur du peuple romain. C'était avec le produit des impôts et des pillages de la Gaule qu'il faisait reconstruire à Rome la basilique du Forum, dont l'emplacement étendu jusqu'au temple de la Liberté était évalué, dit-on, à plus de 120 millions d'euros d'aujourd'hui. Cicéron se chargeait de la direction de ces travaux. « Nous serons là, écrivait-il à son ami Atticus, la plus glorieuse chose du monde. » Caton était moins satisfait. 3 ans auparavant, des dépêches de César avaient annoncé au Sénat ses victoires sur les insurgés belges et germains.
Les sénateurs avaient voté que des actions de grâce seraient rendues aux dieux. Mais Caton s'était écrié « Des actions de grâce, votez plutôt des expiations, suppliez les dieux de ne pas faire peser sur nos armées le crime d'un général coupable. Livrez César aux Germains, afin que l'étranger sache que Rome ne commande point le parjure et qu'elle en repousse le fruit avec horreur. » César avait tous les dons, tous les moyens de succès et d'empire que peut posséder un homme. Grand politique, grand guerrier, aussi actif et aussi plein de ressources dans les intrigues du forum que dans les combinaisons ou les surprises du champ de bataille, aussi habile à plaire qu'à intimider. Il avait un double orgueil qui lui donnait en lui-même une double confiance, l'orgueil du grand seigneur et l'orgueil du grand homme. Il se plaisait à dire « Ma tante Julie, par le côté maternel, est issue des rois. Par le côté paternel, elle descend des dieux immortels. Ma race réunit au caractère sacré des rois, qui sont les plus puissants parmi les hommes, la majesté révérée des dieux qui tiennent les rois eux-mêmes sous leur puissance. » Ainsi, par naissance comme par nature, César se sentait appelé à dominer, et en même temps, il comprenait parfaitement la décadence du patriciat romain et la nécessité d'être populaire pour devenir le maître. Ce fut avec ce double instinct qu'il entreprit la conquête des Gaules comme le plus sûr moyen de faire la conquête du pouvoir dans Rome. Mais soit par ses propres vices, soit par les difficultés de la situation, il y eut dans sa conduite et dans son œuvre en Gaule trop de violence et d'oppression, trop d'iniquité et d'indifférence cruelle pour que, même dans ce temps, au milieu de la dureté romaine, de la corruption païenne et de la barbarie gauloise ou germaine, tant de mal moral et matériel n'amena pas une réaction redoutable. Quand on est fort et habile, on peut compter longtemps sur l'imprévoyance, les peurs, les faiblesses et les discordes des hommes, individus ou peuples. Pourtant, il arrive qu'on en abuse. Après 6 ans de lutte, César était vainqueur. Il avait eu successivement affaire aux diverses populations de la Gaule. Il les avait toutes parcourues et soumises, soit par ses propres forces, soit grâce à leur rivalité. En l'an de Rome 702, il apprit tout à coup en Italie, où il était allé pour ses affaires romaines, que la plupart des nations gauloises, réunies sous un chef jusque-là inconnu, se soulevaient d'un commun élan et recommençaient la guerre. Les mêmes périls et les mêmes revers, les mêmes souffrances et les mêmes colères avaient suscité parmi les Gaulois, sans distinction de race et de nom, un sentiment qui leur avait été jusque-là à peu près étranger, le sentiment de la nationalité gauloise et la passion de l'indépendance, non plus locale, mais nationale. Ce sentiment se manifesta d'abord parmi le peuple et sous des chefs obscurs. Une bande de paysans carnutes, c'est-à-dire du pays de Cartrin, se porta sur la ville de Génaboum, Gienne, en souleva les habitants, massacra les marchands italiens et un chevalier romain, Fusius Cita, que César y avait chargé d'acheter des grains. En moins de 24 heures, le signal de l'insurrection contre Rome fut porté à travers les campagnes jusque chez les Arvernes, où depuis quelque temps déjà la conspiration attendait et préparait l'insurrection. Là vivait un jeune Gaulois dont le nom personnel est resté inconnu et que l'histoire a appelé Vercingétorix, c'est-à-dire grand chef de 100 têtes, chef général. Il était d'une ancienne et puissante famille arverne, fils d'un père mis à mort dans sa cité pour avoir tenté de se faire roi. César le connaissait et avait pris quelques soins pour se l'attacher. Il ne paraît pas que le patricien arverne eût absolument repoussé cette amitié, mais quand l'espoir de l'indépendance nationale s'éleva, Vercingétorix en fit le représentant et le chef. Il descendit de sa montagne avec ses clients rustiques et s'empara de Gergovie, la capitale de sa nation. De là, ses messagers se répandirent dans le centre, le nord-ouest et l'ouest de la Gaule. La plupart des peuplades et des cités de ces régions se prononcèrent dès le premier moment pour l'insurrection. Le même sentiment fermentait chez quelques autres plus compromis avec Rome et qui n'attendaient qu'un souffle de succès pour éclater. Vercingétorix fut investi sur le champ du commandement suprême et il en usa avec toute la passion du patriotisme et du pouvoir.
Il ordonnait le soulèvement, exigeait des otages, fixait les contingents de troupes, imposait des taxes, punissait rigoureusement les traîtres, les lâches et les indifférents, et frappait ceux qui se refusaient à l'appel de la patrie commune des mêmes peines, des mêmes mutilations que César infligeait à ceux qui résistaient obstinément au joug romain. À la nouvelle de ce grand mouvement, César quitta sur le champ l'Italie et retourna en Gaule. Il avait une qualité rare, même chez les plus grands hommes. Il restait de sang-froid au milieu des alarmes les plus chaudes. La nécessité ne l'entraînait jamais à la précipitation, et il se préparait tranquillement à la lutte, comme toujours sûr qu'il arriverait à temps pour la soutenir. Toujours rapide, jamais pressé, son activité et sa patience étaient également admirables et efficaces. Parti d'Italie au commencement de l'an de Rome 702, il passa 2 mois à parcourir en Gaule la province romaine et ses environs, à visiter les points menacés par l'insurrection, les passages par où il pourrait l'atteindre, à rassembler ses troupes, à raffermir ses alliés chancelants, et ce fut seulement dans les premiers jours de mars qu'il se porta avec toute son armée à Agindicum, c'est-à-dire Sens, au centre du soulèvement, et qu'il partit de là pour pousser vivement la guerre. En moins de 3 mois, il avait semé la dévastation dans le pays insurgé. Il en avait attaqué et pris les principales villes: Velanodudum, Triguère, Genabum, Gienne, Novionudum, Sancerre, Avaricum, Bourges, livrant partout les campagnes et les cités, les terres et les hommes à la colère des soldats romains, irrités d'avoir encore à vaincre des ennemis tant de fois vaincus. Pour porter un coup décisif, il pénétra enfin au cœur du pays des Arvernes et mit le siège devant Gergovie, leur capitale, et la pairie de Vercingétorix. Ni la fermeté, ni l'habileté du chef gaulois n'étaient au-dessous d'une telle lutte. Il comprit dès le début qu'il ne pouvait se mesurer en bataille rangée avec César et les légions romaines. Il s'appliqua à réunir une cavalerie assez nombreuse pour inquiéter les Romains dans leurs mouvements, attaquer leurs détachements épars, porter rapidement partout ses ordres et entretenir chez les diverses peuplades la fermentation avec l'espérance. Son plan de campagne, ses instructions répétées, ses instances passionnées auprès des confédérés étaient d'éviter toute action générale, de prévenir par leur propre dévastation celle des Romains, de détruire partout à leur approche les récoltes, les sources, les ponts, les arbres, les habitations. Il voulait que César ne trouvât devant lui que des ruines et des nuées de guerriers acharnés à le poursuivre sans se laisser atteindre. Il réussit souvent à obtenir des peuples ces douloureux sacrifices à l'intérêt du salut commun. Les Bituriges, les habitants du pays de Bourges, incendièrent en un jour 20 de leurs villes ou villages. Vercingétorix les conjura d'incendier aussi Avaricum, Bourges, leur capitale. Ils s'y refusèrent, et la prise d'Avaricum, quoique vaillamment contestée, justifia l'instance de Vercingétorix, car elle fut pour César un important succès et pour les Gaulois un grave échec. De 40 000 combattants enfermés, dit-on, dans la place, à peine 800 échappèrent au massacre et réussirent à aller rejoindre Vercingétorix, qui avait erré tout alentour, sans pouvoir prêter aux assiégés un concours efficace. Il n'avait pas seulement à lutter contre les Romains, il était aux prises dans son propre monde avec des rivaux, des méfiants, des impatients, des découragés. On l'accusait de vouloir surtout rester le maître. On le soupçonnait même de conserver sous main, pour ménager son avenir, quelques relations avec César. D'autres lui demandaient d'attaquer de front l'ennemi et d'en venir promptement à une issue décisive de la guerre. On a beau avoir été populairement appelé pour accomplir une œuvre grande et difficile, on n'est pas impunément le plus prévoyant, le plus habile et le plus compromis comme le plus dévoué. Vercingétorix portait le poids de sa supériorité et de son influence, en attendant qu'il emportât la peine et qu'il payât de sa vie son patriotisme et sa gloire. Il touchait au meilleur moment de son entreprise et de sa destinée. Malgré ses revers, malgré la présence et l'activité de César, l'insurrection s'étendait et se fortifiait. Au nord, à l'ouest, au sud-ouest, sur les rives du Rhin,
de la Seine, de la Loire, l'idée de la nationalité gauloise et l'espoir de l'indépendance se développaient chez des peuples éloignés du centre du mouvement et attiraient à Vercingétorix des sympathies déclarées ou des renforts efficaces. Un fait plus grave éclata au centre même. Les plus anciens alliés et clients des Romains dans la Gaule, les Éduins, divisés entre eux et touchés aussi de l'instinct national, finirent, après bien des hésitations, par s'associer au soulèvement. César, quelque soin qu'il en prit, ne réussit pas à prévenir ni à étouffer cette défection. Elle menaçait de devenir contagieuse et de détacher de Rome des peuplades voisines et encore fidèles. Engagé au siège de Gergovie, César rencontrait dans la place une résistance obstinée. Vercingétorix, campé sur les hauteurs qui entouraient sa patrie, entravait partout, attaquait quelquefois et menaçait incessamment les Romains. Entraîné un jour dans un assaut imprudent, la 8e légion fut repoussée et perdit 46 de ses plus braves centurions. César se décida à lever le siège et à porter la lutte dans des positions et auprès de populations plus sûres. C'était le premier échec qu'il essuya dans la Gaule, la première ville gauloise dont il ne put s'emparer, le premier mouvement de retraite qu'il opéra devant les insurgés gaulois et leurs chefs. Vercingétorix ne put ni ne voulut contenir sa joie. Le jour lui sembla venu et l'occasion excellente pour tenter un coup décisif. Il avait, dit-on, sous ses ordres 80 000 hommes, la plupart ses compatriotes arvernes et une nombreuse cavalerie fournie par les diverses peuplades de ses alliés. Il suivit tous les mouvements de César dans sa retraite vers la Saône, et arrivé à Longeau, non loin de Langres, près d'une petite rivière dite la Vingeanne, il s'arrêta, posa son camp à 15 kilomètres des Romains, et réunissant les chefs de sa cavalerie, « Voici, leur dit-il, le moment de vaincre. Les Romains s'enfuient dans leur province et abandonnent la Gaule. C'est assez pour la liberté d'aujourd'hui, mais trop peu pour la paix et le repos de l'avenir. Ils reviendront avec de plus grandes forces, et la guerre sera sans fin. Attaquons-les dans les embarras de leur marche. Si leurs fantassins veulent porter secours à leur cavalerie, ils ne pourront poursuivre leur route si, comme j'en ai la confiance, ils abandonnent leurs bagages pour pourvoir à leur sûreté. Ils perdront et l'honneur et toutes les ressources dont ils ont besoin. Aucun des cavaliers ennemis n'osera s'avancer hors de leur ligne. Pour vous encourager et vous soutenir, je ferai sortir du camp et mettre en bataille toutes nos troupes, et elles frapperont l'ennemi de crainte. » Les cavaliers gaulois s'écrièrent qu'il fallait se lier tous par le plus saint des serments et jurer qu'aucun d'eux ne rentrerait sous son toit et ne reverrait sa femme, ses enfants, ses parents, s'il n'avait traversé 2 fois les rangs de l'ennemi. Tous prêtèrent en effet ce serment et se préparèrent à l'attaque. Vercingétorix ne savait pas que le prévoyant César avait appelé et réuni à ses légions un grand nombre de cavaliers venus des tribus germaines errantes sur les rives du Rhin et avec lesquels il avait eu soin d'entretenir des relations amicales. Non seulement il leur avait promis la solde, le pillage et des terres, mais ne trouvant pas leurs chevaux bien dressés, il avait pris ceux des officiers de ses troupes, même ceux des chevaliers romains et des vétérans, et les avait distribués à ses auxiliaires barbares. L'action s'engagea d'abord entre les 2 cavaleries. Une partie de celle des Gaulois s'était postée sur la route que suivait l'armée romaine pour lui barrer le passage. Mais pendant que sur ce point le combat devenait de plus en plus acharné, les cavaliers germains au service de César gagnèrent une hauteur voisine, en chassèrent les cavaliers gaulois qui l'occupaient et les poursuivirent jusqu'à la rivière auprès de laquelle se tenait Vercingétorix avec son infanterie. Le désordre se mit dans cette infanterie inopinément attaquée. César lança contre elle ses légions. L'alarme et la déroute devinrent générales parmi les Gaulois. Vercingétorix eut grand-peine à les rallier, et il ne les rallia que pour ordonner la retraite qu'il demandait à grands cris. Levant précipitamment son camp, il se porta sur Alésia, ville voisine et capitale des Mandubiens, peuplade cliente des Éduins. César se mit immédiatement à la poursuite des Gaulois, leur tua, dit-il, 5 000 hommes, leur fit des prisonniers importants, et campa avec ses légions devant Alésia le surlendemain même du jour où Vercingétorix, avec son armée fugitive, avait occupé la place ainsi que les collines environnantes,
et travaillait à s'y retrancher, probablement sans se rendre encore bien compte de ce qu'il ferait pour continuer la lutte. César prit sur-le-champ une résolution inattendue et prudemment hardie. Il avait là toute l'insurrection gauloise, chefs et soldats, réunis au-dedans ou sous les murs d'une ville de médiocre étendue. Il entreprit de l'y enfermer et de la détruire sur place, au lieu d'avoir à la poursuivre partout, sans être jamais sûr de l'atteindre. Il disposait de 11 légions, fortes d'environ 50 000 hommes, et de 5 ou 6 000 hommes de cavalerie, dont 2 000 Germains. Il les établit autour d'Alésia et du camp gaulois, fit creuser une enceinte de fossés profonds, les uns pleins d'eau, les autres hérissés de palissades et de pièges, et il y ajouta de distance en distance 23 petits forts occupés ou surveillés jour et nuit par des détachements. De là résultait une ligne d'investissement de 16 kilomètres. Sur les derrières du camp romain, et pour résister aux attaques du dehors, César fit creuser des retranchements analogues qui formaient une ligne de circonvallation de 21 kilomètres. Les troupes furent pourvues de vivres et de fourrage pour 30 jours. Vercingétorix fit plusieurs sorties pour empêcher ou pour détruire ses travaux. Elles furent repoussées et n'eurent d'autre résultat que d'obliger son armée à se replier plus étroitement dans la place même. 80 000 insurgés gaulois étaient là comme en prison sous la garde de 50 000 soldats romains. Vercingétorix était de ceux qui persévèrent et agissent dans les jours de détresse comme dans la jeunesse de leurs espérances. Avant que les ouvrages des Romains fussent terminés, il réunit ses cavaliers et leur ordonna de sortir promptement d'Alésia et de se rendre chacun dans son pays pour appeler aux armes toute la population. Il fut obéi. Les cavaliers gaulois passèrent de nuit par les intervalles que laissait l'investissement encore incomplet des Romains et se dispersèrent chez leurs diverses peuplades. Presque partout, l'irritation et l'ardeur furent extrêmes. Une assemblée de délégués réunis à Bibracte, Autun, fixa le contingent que devait fournir chaque nation, et un point fut désigné où devraient se réunir tous ces contingents pour se porter ensemble vers Alésia et attaquer les assiégeants. Le total des contingents ainsi ordonnés à 43 peuplades gauloises s'élevait, selon César, à 283 000 hommes, et 240 000 hommes accoururent, dit-on, en effet, au lieu déterminé. Je vous ai déjà dit, mes enfants, que je me méfiais de ces nombres énormes. J'ai vécu dans le temps des plus grandes guerres européennes. J'ai entendu les plus habiles généraux réduire à leurs forces réelles les plus grandes armées. Je trouve dans l'histoire du consulat et de l'empire de M. Thiers qu'à la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, Napoléon n'avait que de 65 à 70 000 hommes, et les Autrichiens, avec les Russes, 90 000. À Leipzig, la plus grande des batailles modernes, quand toutes les forces françaises d'une part, autrichiennes, prussiennes, russes et suédoises de l'autre, furent en présence le 18 octobre 1815, elles formaient en tout environ 500 000 hommes. Comment croire qu'il y a 19 siècles, la Gaule, si faiblement peuplée et si peu organisée, ait envoyé soudainement 240 000 hommes au secours de 80 000 autres Gaulois assiégés dans la petite ville d'Alésia par 50 ou 60 000 Romains. Quoi qu'il en soit de ces chiffres, ce qui est certain, c'est qu'au premier moment, l'élan national répondit à l'appel de Vercingétorix et que les assiégeants d'Alésia, César et ses légions, se virent tout à coup assiégés eux-mêmes dans leur retranchement par une nuée de Gaulois accourus à la défense de leurs compatriotes. La lutte fut ardente, mais courte. Chaque fois que la nouvelle armée gauloise attaquait le camp romain, Vercingétorix et les Gaulois d'Alésia sortaient de la place et joignaient leurs attaques à celles de leurs alliés. César et ses légions, de leur côté, tantôt repoussaient ces doubles attaques, tantôt prenaient eux-mêmes l'initiative et assaillaient à la fois les assiégés d'Alésia et les auxiliaires que la Gaule leur avait envoyés. La passion était grande des deux parts. L'orgueil romain était aux prises avec le patriotisme gaulois. En 4 ou 5 jours, la forte organisation, la vaillance disciplinée des légions romaines et le génie de César l'emportèrent. Battus et massacrés à outrance, les Gaulois nouveaux venus se dispersèrent. Vercingétorix et les assiégés d'Alésia furent refoulés dans ses murs, sans espoir d'en plus sortir. Nous avons,
deux récits des derniers moments de la grande insurrection gauloise et de son chef. L'un de César lui-même, est simple, froid et dur comme son auteur. L'autre de deux historiens postérieurs, point homme d'État ni de guerre, Plutarque et Dion Cassius, et plus détaillé et plus orné, soit d'après des traditions populaires, soit par l'imagination des écrivains. Je les mets l'un et l'autre sous vos yeux. Le lendemain de la défaite, dit César, Vercingétorix convoque l'Assemblée. Il établit qu'il n'a pas entrepris la guerre pour ses propres intérêts, mais pour la liberté commune. Puisqu'il faut céder à la fortune, il s'offre à l'une ou l'autre résolution, soit à satisfaire les Romains par sa mort, soit à leur être livré vivant. On envoie à ce sujet des députés à César. César ordonne qu'on lui remette les armes et qu'on lui amène les chefs. Il s'assied sur son tribunal, au devant de son camp. Les chefs sont amenés. Vercingétorix est livré. Les armes sont jetées aux pieds de César, à l'exception des Éduins et des Arvernes, que César se réserva pour tâcher de regagner ses peuples. Il fit distribuer les autres prisonniers, par tête à son armée, comme butin de guerre. Le récit de Dion Cassius est beaucoup plus varié et plus dramatique. Après la défaite, dit-il, Vercingétorix, qui n'avait été ni pris ni blessé, pouvait fuir. Mais, espérant que l'amitié qu'il avait unie autrefois à César lui ferait obtenir grâce, il se rendit auprès du Romain sans avoir fait demander la paix par un héros, et parut soudainement en sa présence au moment où César siégeait dans son tribunal. L'apparition du chef gaulois inspira quelque effroi, car il était d'une haute stature, et il avait un aspect fort imposant sous les armes. Il se fit un profond silence. Vercingétorix tomba aux genoux de César, et le supplia en lui pressant les mains, sans proférer une parole. Cette scène inspira la pitié des assistants par le souvenir de l'ancienne fortune de Vercingétorix comparée à son malheur présent. César, au contraire, lui fit un crime des souvenirs sur lesquels il avait compté pour son salut. Il mit la lutte récente en opposition avec l'amitié que Vercingétorix rappelait, et par là il fit ressortir plus vivement l'odieux de sa conduite. Ainsi, loin d'être touché de son infortune en ce moment, il le jeta sur le champ dans les fers et le fit mettre plus tard à mort, après en avoir orné son triomphe. Un autre historien, contemporain de Plutarque, Florus, attribue à Vercingétorix suppliant et jetant ses armes aux pieds de César ces paroles « Toi, le plus vaillant des hommes, tu as vaincu un vaillant. » Je n'ajoute aucune fois ce compliment de rhéteur, mais je ne repousse pas également le mélange de fierté et de faiblesse que prête à Vercingétorix le récit de Dion Cassius. Ce ne serait pas le seul exemple d'un héros cherchant encore quelque chance de salut dans la plus extrême défaite et s'abaissant pour conserver à tout prix une vie où la fortune peut toujours reprendre place. Quoi qu'il en soit, Vercingétorix vaincu, traîné après 10 ans de prison au triomphe de César et mis à mort aussitôt après, reste dans l'histoire un glorieux patriote, et César y apparaît dans cette occasion comme un vainqueur irrité qui prit un brutal plaisir à écraser avec un cruel dédain l'ennemi qu'il avait eu tant de peine à vaincre. Alésia prise et Vercingétorix prisonnier, la Gaule était domptée. César eut encore l'année suivante, l'an de Rome 705, une campagne à faire pour soumettre quelques peuplades qui essayaient de maintenir leur indépendance locale. Encore un an après, des tentatives d'insurrection eurent lieu en Belgique et vers les embouchures de la Loire. Elles furent aisément réprimées. Elles n'avaient aucun caractère national redoutable. César et ses lieutenants se contentaient volontiers d'une soumission apparente, et l'an de Rome 705, les légions romaines, occupées depuis 9 ans à conquérir la Gaule, purent en sortir pour aller en Italie et en Orient se livrer à la guerre civile.